Et bonjour à tous, bienvenue à l'école de santé des armées de Lyon-Bron. Donc, je suis le médecin-chef Aigle, le directeur des études de l'école, et à côté de moi, donc, le lieutenant-colonel Italiano Arcaras, qui est le directeur des soins, qui est le directeur de l'EPPA. Donc on va commencer dès maintenant avec un tout petit peu de retard, mais on va serrer un peu le timing parce qu'il faut qu'à 9h30 vous soyez dehors pour la suite. Voilà. Et objectif de cette journée. Voilà. Donc première partie en amphithéâtre, hein, on va vous présenter vraiment pourquoi vous êtes là aujourd'hui. On vous présentera ensuite le concours d'entrée, les cursus de formation, et puis ensuite et seulement ensuite la visite du site que je vous présenterai très sommairement. L'objectif de cette journée, il est très clair, hein, c'est que personne ne se trompe d'objet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes là parce qu'a priori, vous êtes intéressé pour devenir médecin ou infirmier militaire. Et donc, notre objectif à tous les deux, c'est qu'à la fin, on sache bien de quoi on parle et que si vous partiez, on vous dit bah, c'est pas ce que je veux, alors c'est gagné pour tout le monde. Voilà. Et que si c'est ce que je veux, bah, tant mieux, il faut travailler pour le concours pour le mois d'avril. Voilà. Donc, ensuite, vous irez faire une visite du site qui sera précédée d'un petit intermède avec une démonstration de sauvetage au combat. Et la troisième partie très intéressante, ça sera donc dans la salle qu'on appelle salle des pas perdus en bas, où vous avez l'intégralité de l'école qui est à votre disposition, des élèves infirmiers, des élèves médecins, de Santarne Vallée Tradition, de la partie historique et des infirmiers, du bureau des sports, des professeurs, des cadres de l'école. Vous pouvez poser toutes vos questions pour ce qui arrive. Donc voilà, donc je vais commencer. Donc pourquoi former les soignants dans les armées, hein, c'est vraiment pour lancer le débat et pour que personne ne se trompe sur votre venue d'aujourd'hui. L'objectif du service de santé, c'est d'assurer le soutien donc, médical des forces, principalement hein, en mission extérieure et à la guerre, jusqu'au retour dans les hôpitaux en France, d'accord ? Donc voilà, et pour ça, il y a toute une déclinaison de choses hein, qui commence par la préparation, l'entraînement en France, mais dont l'objet final, c'est bien d'assurer la survie de nos soldats sur le champ de bataille. Et par les temps qui courent, vous le voyez à la télé tous les jours, il y a quelques emmerdes sur Terre. Voilà. Donc il faut être prêt. Pour cela, je vais quand même revenir rapidement. Vous avez en fait en France, pour le service de santé, qui est un des services de santé les plus performants dans le domaine, pour ne pas dire le plus performant en ce moment, avec 4 niveaux de soins que je ne vais pas vous décrire de manière très importante, mais pour vous exprimer que ce à quoi seront formés vos enfants ici, qu'ils soient médecins ou infirmiers, c'est bien dans cette chaîne médicale qui est complète, unique, interarmes et qui permet aux soldats français en moins de 24 heures ou à peine plus de 24 heures d'être en France dans un hôpital. Ça passe par un rôle 1 où il y a des médecins généralistes, des infirmiers qui vont sauver les soldats à l'avant, qui vont les mettre en condition pour une évacuation. Ça passe ensuite par un rôle 2 où vous avez des antennes chirurgicales ou des groupes médico-chirurgicaux dans lesquels vous allez avoir là plutôt des équipes chirurgicales et médico-chirurgicales avec bien sûr là encore des médecins et des infirmiers. Ensuite, de temps en temps, sur certains théâtres, en fonction de l'éloignement et de contraintes, on va dire, tactiques et opérationnelles, des rôles 3, qui sont des grosses structures de soins où il y a beaucoup de spécialités, pour ne pas dire toutes les spécialités. Et ensuite, et c'est une des performances majeures de l'armée française, une capacité d'évacuation stratégique vers la France qui est très performante et qui permet à nos soldats d'être très rapidement sur ce qu'on appelle les rôles 4, c'est-à-dire les hôpitaux militaires d'infrastructure en France. Voilà. Donc ça, c'est le pourquoi de votre raison d'être, de venir un petit samedi matin découvrir l'école de santé des armées. Voilà. Donc pourquoi former des soignants dans les armées ? Voilà, hein, cette chaîne opérationnelle, elle est vraiment très spécifique. On a des équipes médicales qui sont vraiment, et c'est une doctrine française hein, qui est bien différente de la doctrine américaine. Vous avez vu des films, tout ça, les medics. Nous, c'est pas comme ça. Nous, on a des équipes médicales constituées avec des médecins, des infirmiers, des auxiliaires sanitaires qui sont présentes au quotidien avec les soldats en mission et parfois, comme je vous l'ai mis, qui interviennent un petit peu près de la bataille, c'est-à-dire sous le feu ennemi. Mais c'est comme ça, et c'est le choix qu'a fait la France de très longue date hein, pour essayer d'optimiser au maximum la survie de nos blessés, ce qui donne des résultats absolument exceptionnels aujourd'hui en France. Ça donne aussi, bien sûr, ses meilleures chances de survie, mais surtout ensuite la meilleure chance de récupération fonctionnelle à nos blessés de guerre, parce qu'en fait, c'est pas le tout de leur sauver la vie. Après, il faut les réparer, il faut les rééduquer et il faut les réhabiliter. Et tout ça, en fait, c'est très très bien pris en compte dans une chaîne complète hein, de rééducation, de réhabilitation, et qui met en jeu tout au long de cette chaîne en France des médecins, des infirmiers, des psychologues, des psychiatres, des soignants et tout le monde qui tourne autour de tout ça pour permettre à nos soldats, quand ils ont été blessés et à leurs familles, de récupérer une vie la plus normale possible.
Et puis aussi le service de santé, vous l'avez vu ces dernières années, il est très impliqué dans la gestion des crises nationales ou internationales. Donc en ce moment, outre les problématiques on va dire, belliqueuses entre les différentes armées. Vous avez vu qu'il y a des événements climatiques assez importants et des événements, on va dire, biologiques entre la Covid, Ebola et tout ça, qui impliquent énormément le service de santé. Pourquoi ? Parce qu'on a des savoir-faire excessivement spécifiques, que ce soit dans le domaine du NRBC, du nucléaire, radiologique, biologique, tout ça, des épidémies avec des médecins spécialisés dans la gestion de tout ça. Et puis, bien sûr, on a aussi des unités un peu spécialisées comme la sécurité civile pour tout ce qui est événements de catastrophes naturelles, et puis des pompiers de Paris, des pompiers de Marseille, donc des gens un peu plus spécialisés dans la prise en charge du secours à victimes dans les grandes villes françaises. Voilà. Donc toutes ces compétences, en fait, toutes ces compétences spécifiques, elles ne sont pas enseignées à la faculté de Lyon, et donc nous, on est là pour ça, pour mettre une petite louche supplémentaire à vos enfants, afin qu'ils soient de bons soignants militaires. Alors ça se passe aussi, donc, outre bien sûr en France, mais ça se passe aussi en mission, et je vous l'ai dit, le soutien des forces, l'objectif c'est le maintien en condition opérationnelle de nos soldats, c'est la gestion après au quotidien de tout ce qui est traumatisme, maladie, urgence, et puis la gestion des blessures de guerre et des afflux qu'on appelle massifs ou d'afflux saturants en tout état de cause, la médecine de guerre. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, voilà, la gestion des crises et ensuite l'évacuation sanitaire qui peut se passer à deux endroits différents, entre l'avant et puis les structures médico-chirurgicales qui est une médicalisation un peu particulière. Et puis après, cette évacuation stratégique qui là demande aussi d'autres compétences particulières. On a les antennes chirurgicales donc, qui vont permettre le déploiement de chirurgiens, d'anesthésistes réanimateurs, d'infirmiers de bloc opératoire, d'anesthésistes, tout ça, pour la prise en charge des blessés. On participe bien sûr aussi aux missions OTAN, c'est le cas, vous le savez très bien en ce moment, avec les opérations Lynx et puis l'opération Aigle en Roumanie et en Estonie. On participe aussi à des missions de l'Organisation des Nations Unies, principalement aujourd'hui à la FINUL au Liban, et vous avez vu ce qui se passe en ce moment, donc nos équipes sont légèrement mobilisées. Et puis dans tout ça, on fait aussi bien sûr du soin aux populations quand on peut en faire, et tout ça est soumis bien sûr aux évolutions politiques et aux choix stratégiques de la France. Mais ça vous donne un panorama assez large, et tout ça bien sûr est sous-tendu avant par une activité médicale de soins au profit des militaires et de la mise en condition avant projection lorsqu'on est sur le territoire national, dans l'ensemble des antennes médicales qui sont sur le territoire national. Donc, pour tout ça, fatalement, il y a quelques contraintes, et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles vous êtes là, et puis c'est surtout, moi, une des raisons pour lesquelles je vais bien être franc dans cette affaire, pour qu'il n'y ait pas de tromperie. Quand on vient servir son pays, et aujourd'hui, je pense que c'est assez classe de venir servir son pays, il y a quelques contraintes. Alors, ces contraintes, elles peuvent paraître, quand on a 17 ans là, ou 16 ans et demi, elles peuvent paraître un peu importantes, parce que quand je vais vous dire qu'il va falloir servir 24 ans dans l'armée, forcément, ça fait plus de 3 fois plus à peu près de ce que vous avez vécu sur Terre aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, ça passe tellement vite que si je pouvais me remettre dans les bancs à votre place aujourd'hui, je re-signerais immédiatement derrière. Donc vous inquiétez pas. En tout cas, on sert comme tous les officiers de l'armée française, puisque l'armée va vous payer 10 ans d'études, voire 15 ans d'études si vous faites des grosses spécialités. Donc c'est normal qu'il y ait un retour sur investissement. Mais finalement, à 45, 47 ans, vous pouvez, si vous avez envie de partir pour faire une deuxième carrière dans le civil. Donc vous ferez même parfois plus de temps dans le civil que vous ne l'avez fait dans l'armée, donc vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui est insurmontable, même si c'est concevable qu'aujourd'hui, en terminale ou en première, ça paraît quelque chose une montagne. Donc on signe un contrat dès qu'on est à l'école, avec une période probatoire de 6 mois. Elle sert à quoi ? Elle sert à effectivement rejuger un petit peu de la situation, si après cette journée passée ici, vous vous êtes un peu trompé, si après quelques mois à l'école, manifestement, c'est pas ce que vous voulez, et puis si nous aussi, au niveau, que ça soit au niveau, on va dire, comportement ou au niveau médical, il y a un gros problème qui ne vous permettrait pas d'être médecin militaire ou infirmier militaire, en fait, il y a une période probatoire qui sert à ça. Donc ensuite, normalement, on ne démissionne pas puisqu'on s'est engagé pour servir son pays, ça fait partie des règles un petit peu du jeu. Les infirmiers, donc, ça va vous être présenté après. Ils ont un contrat qui est différent forcément parce que les études ne sont pas du tout de la même durée, avec, comme c'est écrit, une retraite qui est possible un petit peu en décalé puisque c'est fonction du temps de service. La mobilité géographique, ça fait partie
effectivement, entre guillemets, des contraintes du métier, mais là aussi, je vous dirais que c'est même la plus belle de toutes les richesses de ce métier. On est muté entre tous les 3 à 5 ans, c'est tout à fait variable et c'est pas quelque chose qui doit être vécu comme une punition ni une contrainte, hein, c'est quelque chose qui se discute avec les RH. On participe bien sûr aux opérations de l'armée française. Si jamais vous n'avez pas compris que vous êtes venu là pour ça, alors là, il est temps de retourner chez vous assez vite. Et puis, on fait effectivement, et ça aussi, hein, c'est absolument pas une règle, c'est absolument pas gravé dans le marbre. On a mis, pour se donner une idée, on fait à peu près une mission tous les 2 ans qui dure 4 mois. Je vous rassure, il y a des gens qui sont partis une fois tous les 10 ans, il y a des gens qui sont partis une fois tous les ans. C'est un peu en fonction des besoins, des contraintes personnelles. Et en tout cas, on n'a jamais jeté quelqu'un dans l'avion pour aller en Afghanistan ou au Mali. Ça, c'est une affaire qui est très claire. Voilà. Donc ça, ce sont les quelques règles de base qu'on pourra discuter après et auxquelles vous pourrez poser plein de questions, notamment quand vous serez dans la dernière partie. Je vais donc laisser la place au directeur des soins pour qu'il vous présente la partie infirmier. Et après, je reprends la main pour les médecins. Bien, pour continuer cette présentation, abordons donc le métier d'infirmier militaire. Les infirmiers militaires qui sont formés ici peuvent servir dans plusieurs établissements du service de santé des armées, et en particulier dans les centres médicaux des armées, ce qu'on appelle les CMA, et dans leurs antennes médicales, c'est-à-dire les structures médicales au plus près des militaires, au plus près des combattants. Ce que vous avez peut-être entendu pour les parents, les infirmeries des bases aériennes, des régiments de l'armée de terre ou des bases navales ou des bâtiments de la marine nationale. À l'époque, on appelle ça maintenant des antennes médicales. Donc, la mission première, c'est le soutien opérationnel des forces, comme vous le disait le médecin en chef Aigle, garantir la capacité opérationnelle des forces. Et pour cela, l'infirmier militaire, lui, il va soutenir les activités à risque. Les militaires, pour s'entraîner à leur mission opérationnelle et quotidienne, ils s'entraînent, donc ils vivent des activités à risque. Et donc on doit pouvoir les soutenir. S'ils se blessent, s'ils deviennent malades, on est là pour les prendre en charge. Bien sûr, préparation des militaires avant leur départ en opération extérieure. Avant de projeter un militaire, et donc un médecin aussi et un infirmier, puisqu'on est dans ce collectif, il faut savoir si on est apte médicalement, mais aussi apte techniquement. L'infirmier militaire en antenne médicale, lui, va aussi pratiquer des soins, c'est son rôle. Il va participer à l'expertise. L'expertise, c'est quoi? C'est savoir si le personnel est apte à remplir sa mission. La prévention, forcément, c'est partie intégrante de notre métier d'infirmier que de faire de la prévention des maladies, des traumatismes, des risques par rapport, sur une compagnie qui partirait au combat, faire de la prévention par rapport aux risques qu'elle peut rencontrer sur le théâtre d'opération et les accompagner, les soutenir en ce sens. De la même manière, partie intégrante du métier d'infirmier, c'est la formation de ses pairs et des étudiants. Nos infirmiers militaires dans les CMA reçoivent des nouveaux arrivants, des jeunes diplômés, mais aussi des étudiants en cours de formation. Les élèves qui sont actuellement chez nous partent se former dans les centres médicaux des armées, et donc leurs pairs titulaires, on va dire, diplômés, leur apprendre le métier. Autre secteur d'activité de l'infirmier militaire, c'est l'hôpital d'instruction des armées. À l'hôpital d'instruction des armées, la mission, c'est la même, garantir la capacité opérationnelle des forces. Donc là, l'infirmier est membre d'une équipe hospitalière constituée, comme dans n'importe quel hôpital, civil ou militaire. Il y a des équipes médicales, paramédicales, constituées pour prendre en charge, comme vous le voyez, la patientèle. Cette patientèle, dans les hôpitaux militaires, elle est et civile et militaire. Donc il va participer également, au-delà de la prise en charge du malade, du patient qui vient en service de pneumologie, de cardiologie ou de rééducation fonctionnelle pour traiter une pathologie qu'il a contractée, l'infirmier militaire à l'hôpital va aussi participer à la prise en charge des blessés en opération extérieure. Vous avez certainement déjà entendu parler, malheureusement, dans le rapatriement des évacuations sanitaires de nos militaires blessés en opération extérieure, qu'ils sont rapatriés, par exemple, sur l'hôpital Percy à Paris. Et c'est ce que vous disait le médecin en chef Aigle. Toute la chaîne du rôle 1 au rôle 4 s'est mise en place. Et quand ils arrivent à l'hôpital, ils sont pris en charge par des équipes médicales et paramédicales militaires.
et civils également, si on peut faire une aparté aussi, puisque dans nos hôpitaux militaires, on a des personnels civils de la défense qui sont des fonctionnaires qui travaillent au profit des armées. Un infirmier militaire aussi à l'hôpital peut être référent de vigilance, de spécialité, d'unité de soins. Donc il va avoir une expertise solide pour permettre de devenir cette référence à qui on va s'adresser pour des apprentissages, pour des conseils, pour des expertises. Et enfin, au même titre que son collègue des centres médicaux des armées, il va participer à la formation de ses collègues et des étudiants. Alors, comment devenir infirmier militaire via le PPA? Donc, niveau baccalauréat, vous êtes élève de terminale, âgé de 17 à 23 ans, révolu au 1er janvier de l'année du concours. Vous pouvez être sous-officier des armées avec une limite d'âge à 32 ans, ou alors élève déjà inscrit en institut de formation en soins infirmiers. Vous pouvez donc candidater à ce concours. Vous voyez, en 2023, il y a eu 1307 candidats, c'est 1307 personnes qui ont composé les épreuves écrites, et pour 93 places. Donc c'est un concours qui est très sélectif. Les épreuves écrites comportent une épreuve de français avec des questions, un sujet vous est proposé de termes sanitaires et social, et puis vous avez des questions-réponses de plus en plus complexes pour répondre, donc 2 heures, coefficient 5. Et puis des épreuves de maths, 20 questions de maths, 1 heure, coefficient 4. Épreuve d'admission, donc une fois que vous avez réussi les écrits, vous êtes sur une liste, vous avez réussi l'admissibilité, donc, et vous êtes sur la liste. Cette année, par exemple, sur les 1307 candidats, il y a eu 317 candidats qui ont été convoqués à l'admission. Vous voyez la sélection. Et sur les 317, il y en a 311 qui se sont présentés, et on en a retenu 92 exactement. Épreuves d'admission, donc des épreuves sportives, en sport, demi-cooper, donc de la course, de la natation, traction-suspension et du gainage abdominal. Et ensuite, après avoir passé les épreuves sportives, vous avez un entretien de motivation avec un jury qui va durer 30 minutes. Le jury composé d'un cadre de santé civil, des ici partenaires qui forment nos élèves, un cadre de santé militaire, un psychologue et un officier des armées. Pour le calendrier à venir, date fondamentale à retenir si vous voulez vous inscrire au concours. Le concours sera ouvert à compter du 7 novembre. Donc, si vous allez vous avez les flashcodes qui sont affichés partout sur les écoles aujourd'hui, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous serez informés de l'ouverture de ces concours et vous allez pouvoir vous inscrire jusqu'au 28 janvier, clôture de l'inscription. Le 1er mars, épreuve écrite sur les différents centres de concours partenaires du service de santé des armées. Ensuite, seront donc sélectionnés les gens qui pourront venir aux épreuves d'admission. Et vous le voyez, du 22 au 31 mai, ce sera les épreuves d'admission sur les écoles, les EMSLB. Pour une incorporation, le 24 juillet. Voilà la temporalité du prochain concours. Alors, la formation, vous êtes infirmier et sous-officier quand vous sortez de l'EPPA. Donc, infirmier, vous êtes formé au sein des instituts de formation en soins infirmiers, partenaires du service de santé des armées. Sur la place lyonnaise, nous avons à ce jour 3 instituts. Et donc, nos élèves sont répartis, chaque promotion est répartie, un tiers dans chaque institut de formation. D'accord ? Et donc, les élèves suivent leur formation à l'Institut de formation en soins infirmiers. Ça, c'est pour la partie académique. Donc, 2100 heures de théorie, 2100 heures de stage et 900 heures, c'est à peu près le programme qui est prévu comme ça, de temps personnel. Donc, vous voyez, on est à 5100 heures de cours purement académiques, universitaires, pour devenir infirmier. Et puis, vous avez la formation militaire, ça c'est la touche que le médecin en chef Aigle vous a bien expliqué, sur tout ce qui ne s'apprend pas à l'université, à la fac pour les médecins, et puis dans les instituts de formation pour les infirmiers. On le fait ici avec nos partenaires militaires. Formation militaire,
500 heures, formation médico-militaire, 400 heures, formation d'acculturation aux armées, puisque vous avez un statut service santé des armées, mais demain, vous allez pouvoir servir au profit de la marine, de l'armée de l'air, l'armée de terre et de la BSPP et autres. Donc il faut connaître ces entités pour mieux les servir et comprendre dans quel environnement vous allez servir. Donc 1100 heures, donc pour un total, vous voyez, de 6200 heures à ce jour de formation, sur 3 ans. Bien, comment se fait le choix des postes d'affectation? Vous êtes formé au bout de 3 ans, vous obtenez le diplôme d'état d'infirmier, vous avez suivi une formation militaire qui est aussi évaluée. Donc, vous compulsez des notes. Ces notes réalisent un classement et ce classement va vous permettre d'être, comme son nom l'indique, classé du premier jusqu'au dernier de la promotion. Donc, les notes universitaires, coefficient 6, elles comptent pour 60% de la note finale et les notes militaires 40%. Et ce classement va vous permettre de faire votre choix. Notre direction d'accompagnement et de gestion des ressources humaines propose aux élèves un nombre de postes équivalent au nombre d'élèves. Le premier prend ce qu'il veut, le dernier prend ce qui reste. Voilà, c'est le jeu. D'où l'intérêt de se donner le meilleur de soi pendant les études pour ne pas avoir à regretter, au bout de 3 ans, le choix que l'on fera ou qui nous sera imposé. L'affectation se fait, ça se fait à peu près, la diplomation c'est mi-juillet, le choix des postes c'est à peu près entre mi-juillet et fin juillet, vous partez après en vacances et vous êtes affecté dans votre nouvelle affectation, ça peut être un hôpital, ça peut être un centre médical des armées, majoritairement ce sont actuellement des centres médicaux des armées, et donc vous pour un début de prise de poste, fin août, début septembre. Mais ce n'est pas tout, parce que ça, c'est la formation initiale. Demain, pour servir les forces et remplir votre mission, vous avez aussi une formation d'adaptation à l'emploi pour compléter votre formation médico-militaire. Donc vous avez une formation médico-opérationnelle socle, commune à tous les militaires, et une formation milieu. Milieu, c'est quoi? Le milieu dans lequel vous allez servir. L'aéronautique, le milieu naval, le niveau terrestre. Voilà. Puisqu'il y a des spécificités d'emploi dans chaque milieu. Et puis, vous avez aussi une formation d'armée spécialisée dans une des 3 écoles de sous-officiers existantes. Si vous allez servir dans une antenne médicale, dans un milieu aéronautique, vous allez servir plus des marins. Et donc, vous allez partir en formation d'armée spécialisée à l'école de Mestrance pour l'école des sous-officiers marins. Si c'est à milieu terre, vous allez partir à Saint-Mexan pour l'école de sous-officiers de l'armée de terre. Et ça sera Rochefort pour l'armée de l'air. L'évolution de carrière, et c'est là où toute est notre richesse, la diversité, la richesse de tous les métiers qui peuvent être faits. À la fin, en cours de parcours, dès le début, vous pouvez servir dans des unités où vous allez pouvoir être plongeur hyperbariste, vous allez faire des litroyages, vous pouvez devenir convoyeur de l'air après quelques années d'expérience et un concours. Vous pouvez être infirmier dans une unité parachutiste, dans les forces spéciales, chez les sous-mariniers, en antenne chirurgicale, et je n'ai pas fait toute la liste, sinon on serait là encore jusqu'à la fin de la journée. Vous avez la possibilité, durant votre parcours professionnel d'infirmier militaire, d'accéder à des DU, à des masters, et je ne l'ai pas marqué, voire même maintenant à des doctorats. Voilà, sur des thématiques comme la qualité, la médecine d'urgence, l'hygiène, la NRBC, mais aussi des doctorats, puisqu'on a un docteur en sciences infirmières et en santé publique qui a été formé, qui a soutenu sa thèse de cette année. Donc vous voyez toute la dimension de notre emploi et de notre métier que l'on peut avoir au sein du service de santé des armées. Vous avez la possibilité de vous spécialiser si vous voulez devenir infirmier anesthésiste ou infirmier de bloc opératoire, et donc après rejoindre par exemple un hôpital pour servir au sein des blocs, ou alors dans la marine nationale, les sous-mariniers avec un emploi très particulier. Vous avez la voie aussi d'encadrement qui vous est proposée pour devenir cadre de santé, cadre supérieur de santé, directeur des soins, et bien sûr je finis par cette passerelle force-hôpital, parce que le choix que vous faites en sortie d'école n'est pas un choix définitif. Vous avez la possibilité tout au long de votre parcours de demander des affectations. Vous êtes dans les forces, vous voulez travailler à l'hôpital, vous pouvez. Vous êtes à l'hôpital, vous voulez travailler dans les forces, vous pouvez. Voilà. Donc il y a cette passerelle qui est possible. Donc, colonel, je vous laisse la parole. Merci. Donc vous retrouverez le
directeur de l'EPPA, en salle des pas perdus, justement, pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Donc je vais enchaîner. Donc pareil, hein, pour le métier des médecins des forces, alors il y a des choses où je vais aller un peu vite, puisque c'est sensiblement la même chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on est docteur dans le service de santé des armées? Ben voilà, de la prévention, du soin, de l'aptitude, de l'expertise, tout ce qui va servir à mettre en condition et s'assurer de la bonne adéquation entre l'état physique du soldat et la capacité à remplir sa mission. Beaucoup de médecine générale, avec une population, on va dire, plus jeune que la moyenne nationale, mais pas que, puisqu'on a quand même des états-majors où il y a des gens qui commencent à avoir un certain âge. Voilà. Et puis des spécificités voilà, un peu marquées, comme la médecine du sport, la médecine trope, tout ça leur sera enseigné ici à l'école, donc en plus de ce qui se fait à la fac. On fait beaucoup d'éducation sanitaire et on fait quelque chose de très important, qui est une partie non négligeable du métier de médecin militaire, ça s'appelle le conseil au commandement, qui fait partie intégrante de notre métier afin d'être sûr qu'il y a une bonne adéquation entre ce que propose le chef et ce qui est réalisable. Ce qui est intéressant aussi pour le médecin militaire, c'est qu'il va faire beaucoup de gestion de travail en équipe, puisqu'en moyenne, dans une antenne médicale, vous allez avoir 4 médecins, 4-5 médecins, 4-5 infirmiers, une dizaine d'auxiliaires sanitaires, plus éventuellement quelques personnels civils. Donc vous gérez une petite boutique voilà, d'une bonne vingtaine, trentaine de personnes. Et puis après, dans le cadre, quand vous grandissez, on peut commander un CMA, où là on va commander plutôt une vingtaine d'antennes médicales, donc beaucoup plus de monde, avec des responsabilités plus importantes. Et puis, bien sûr, on soutient, comme on vous l'avait dit, toutes les équipes médicales, que ce soit en exercice ou en opération. Ensuite, voilà, pareil, il y a beaucoup de possibilités dans le service de santé. Je vais vous les balayer à toute vitesse, on pourra en discuter après, effectivement, en salle des pas perdus. Après donc, avoir fait vos études ici, après avoir fait un temps de médecin généraliste que je vais vous expliquer de 3 ans, on peut devenir médecin hospitalier, c'est-à-dire la grande force du service de santé, c'est de proposer une deuxième opportunité de carrière à ces praticiens. Après avoir fait médecine générale, on peut faire une spécialité hospitalière, et donc c'est bien là la grande spécificité et l'objet, on va dire, de la clarification de ce que je veux vous dire. Donc ces spécialités, elles sont ouvertes en fonction des besoins du service de santé. Et donc, si aujourd'hui, et je le redirai à chacun des amphis, si vous êtes venu pour faire de la gériatrie ou de la pédiatrie, c'est sympa d'être venu, mais forcément, c'est pas ici que ça va se passer. Voilà. Ici, on a besoin de gens qui vont soigner des gens en opération, on a besoin de chirurgien, de chirurgien viscéral, de réanimateur, de psychiatre. Donc voilà. Donc si vous êtes passionné de pédiatrie, voilà, c'est forcément, ça ne sera pas fait pour vous. Ensuite, ces médecins hospitaliers, effectivement, ils participent aux opérations. Alors, pas toutes les spécialités, mais quand même, on essaye de les envoyer quand même des spécialités médicales pures, on essaye de les envoyer dans des postes où on peut faire de la médecine. Voilà. Ensuite, on a aussi un département de recherche qui est très important, qui est même capital pour on va dire, la recherche et puis pour améliorer la prise en charge du soldat, que ce soit la prise en charge médicale, mais pas que, dans la prise en charge des matériels qu'ils vont utiliser, notamment quand on va gérer des problématiques de chaleur ou de grand froid. Et donc ça, c'est un métier très intéressant qui se fait à l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées. Donc tous les ans ou tous les 2 ans, il y a des concours d'assistanat pour devenir spécialiste de recherche. Vous pouvez être aussi épidémiologiste. Alors c'est un métier qui ne parle pas du tout quand on est jeune, en terminale ou en première. C'est un métier passionnant qui va s'occuper de la santé publique et de la santé des populations en général. Et c'est des médecins qui ont un rôle excessivement important, puisque nous, par essence même, on est une population où on vit ensemble. Et donc, c'est suivi des pathologies dans les armées pour améliorer la prévention. C'est l'hygiène en campagne capitale. C'est aussi la suivi des épidémies. Et puis, il participe bien évidemment à toutes les crises sanitaires en France. On peut aussi devenir pharmacien militaire avec des grandes spécificités. Alors le métier de pharmacien militaire, il est passionnant et il est franchement bien différent de ce dont vous pouvez vous faire comme idée du pharmacien. C'est celui chez lequel vous allez chercher votre boîte de paracétamol au coin du village. Non, là, ils font un métier bien différent dont la grande particularité s'appelle le RAFSAN, le ravitaillement sanitaire, le ravitaillement médical. Ce sont eux qui nous apportent l'intégralité des médicaments, des matériels qui sont nécessaires à la réalisation du soutien médical en opération. Donc, comment on rejoint un pharmacien ? Vous savez qu'aujourd'hui, on fait une PASS principalement ou une LAS. Et donc, en fait, on ne recrute pas en première année des élèves qui disent « moi, je vais être pharmacien ». Je recrute des élèves officiers praticiens. Et dans ce pool-là, j'espère que chaque année, il y en aura quelques-uns qui voudront être pharmaciens. Et dans ces cas-là, s'ils lèvent la main pour être pharmaciens, ils seront préparés par mes professeurs pour justement réussir le concours à la fin de l'année, orientation pharmacie. Voilà. Donc, et le rôle en OPEX, je vous l'ai dit, fournir le bon produit au bon endroit, au bon moment, ce qui est une vraie gageure. Et c'est pas fini, on peut aussi devenir vétérinaire et dentiste militaire. Par contre, c'est pas pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est juste pour vous le dire. Et ces gens-là sont recrutés de manière collatérale, puisqu'aujourd'hui, on ne recrute pas à l'intérieur des écoles des dentistes et des vétérinaires.
Alors pareil, on va passer sur l'accessibilité au concours de l'ESA. L'année dernière, un peu plus de 1800 personnes qui ont retiré un dossier, un peu plus de 1500 qui ont passé le concours. Et je vous fais la même déclinaison. 340 élèves qui ont été pris à l'oral. Sur ces 340 élèves, 125 prix. L'année prochaine, 125 places pour le concours de l'année prochaine. Donc, une épreuve de français et ensuite 2 options parmi maths, SV et physique-chimie. Donc, vous choisissez 2 de ces options et une épreuve d'anglais. D'accord ? Donc, tout ça est sur le site des écoles. Vous avez aussi les annales, je vous l'ai remis à la fin. Voilà. Il y aura 125 places cette année, sans aucun doute. Et ensuite, pareil, les épreuves d'admission. Donc, elles auront lieu... Alors, ce n'est pas normal, j'ai changé ça hier, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas le 3 avril, ça sera le 2 avril. Et les épreuves d'admission seront le 1, 2, 3, 4 juillet, sans faute. Ah oui, j'ai changé en bas, je n'ai pas changé en haut, excusez-moi. 7 novembre, l'ouverture des inscriptions. 11 février, clôture des inscriptions. 2 avril, les épreuves écrites, du 1er au 4 juillet. Et pareil, l'incorporation ne sera pas le 24 juillet, je suis désolé, c'est le 22 juillet. On fait les orientations en fait, avec le PPA, on commence par le SA, on poursuit avec le PPA. Vous faites attention quand vous remplissez votre dossier, n'oubliez pas de mettre toutes les pièces justificatives dans le bon format qui est demandé, sinon ça va bugger. Voilà. Donc, un concours, lui aussi assez sélectif, il faut bien travailler, il faut avoir vu tout le programme, bien sûr, pour pouvoir prétendre arriver à l'école. Alors, si ça ne marche pas du premier coup, ne vous inquiétez pas, on fait beaucoup de recrutements qu'on appelle collatéral ou complémentaires. Et donc, chaque année, on ouvre des places pour du recrutement. Et à partir de cette année, on ouvrira des places au recrutement en 2e année et en 4e année. Pourquoi ? Pour arriver en début de chacun des cycles d'études de médecine. Et comme je vous l'ai mis, pour l'année qui arrive, pour 2024, prévision, 30 places de collatéral en 2e année, 10 places en 4e année, et il y aura 3 places en pharmacie pour les 2e années, et j'ai oublié de rajouter, je pense, mais c'est plutôt caché à mon avis par le reste, 3 places pour les 4e années. Donc vous voyez, on va chercher beaucoup de monde derrière, donc il ne faut pas être inquiet si vous ne réussissez pas du premier coup et que vous avez vraiment envie d'être médecin militaire. Vous pouvez revenir en 2 et vous pouvez revenir en 4. 30 places, c'est beaucoup, donc il n'y a vraiment pas de souci. Donc ce recrutement, il se fait en début de cycle pour une simple et bonne raison, c'est que dans les 37 facs de France, chacun a sa manière d'apprendre la médecine et que moi, à un moment, il faut que je symblote tout ça avec les 2 facs de Lyon et pour que ça se passe bien et pour que vos enfants ne ramassent pas comme des fous dans une année difficile de bascule, on a organisé ça de cette manière. Donc, pour l'épreuve d'admissibilité, pour le recrutement collatéral, c'est du français. Voilà, c'est pareil, c'est une épreuve qui n'est pas très discriminante. Ce qu'on veut juste, c'est être sûr que vous savez à peu près écrire français, ce dont je n'ai finalement pas beaucoup de doutes. Voilà. Et puis, les épreuves d'oral, il y a une petite épreuve d'anglais, de compréhension et d'expression. Et puis, vous avez exactement la même chose que pour le concours de recrutement principal et de l'EPPA. Le demi-cooper, les 6 minutes de course à pied, la natation, la traction suspension et le gainage. Donc voilà, il faut se préparer. Vous avez les règles du jeu, elles vous seront expliquées en salle des pas perdus. Et un entretien avec le jury très important qui dure 30 minutes, pour lequel vous avez un médecin des forces, un médecin du service de santé des armées, une psychologue du service de santé ou un psychologue du service de santé et un officier des armes. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant d'avoir la vision des officiers et des armées, puisque ça va être finalement nos clients futurs, entre guillemets. Voilà, donc voilà les grandes dates. Et moi, maintenant, je vais vous parler rapidement du cursus de formation. Donc, effectivement, la grande particularité, à peu près de la même manière que le PPA, c'est une formation qui correspond à un double cursus, avec une formation universitaire qui est assurée par les facultés de médecine de Lyon-Est et de Lyon-Sud, et une formation militaire complémentaire avec une bonne dose de médecine générale, une bonne dose de formation militaire, de communication et de sport pour vous amener à être de bons médecins militaires. En pratique, à la fin, ça fait quoi ? Ça fait que pendant ces 6 années à l'école, vous allez en faire une 7e année, vous inquiétez pas, ça fait bien 1800 heures, effectivement, voire un peu plus de formation. Tout ça est validé en fait par un master en santé militaire qui est un master de la conférence des grandes écoles. Donc, ce n'est pas un diplôme incroyable, mais c'est simplement pour matérialiser officiellement la réalité de ce double cursus. D'accord ? Donc, à la fin, pour nos fins de 6e année, il faut un petit mémoire pour clôturer cette formation. Mais ça rend compte de l'importance de ce 2e cursus et ce qui est bien pris en compte par les 2 doyens des facultés. Ces 2 formations se passent donc soit à Lyon-Est, qui a une relative proximité de l'école, un peu plus en centre-ville, et à Lyon-Sud, qui est décalé un petit peu au sud-ouest de l'agglomération lyonnaise. Très bonne relation avec les doyens.
Voilà, j'ai beaucoup d'élèves, j'ai beaucoup on va dire, d'élèves pleins d'imagination et d'idées extravagantes. Donc moi, mon rôle, c'est un peu de calmer tout ça et de cadrer tout ça pour que ça se passe bien. Le cycle des formations universitaires, c'est quoi? C'est donc un premier cycle et un deuxième cycle sur les écoles, un troisième cycle que je vous présenterai ultra rapidement derrière. Un parcours avec accès santé spécifique, puisque vous l'avez bien compris, on ne recrute que en PASS à l'école de santé des armées. Et si vos enfants donc, réussissent la PASS, ils passent en FGSM 2 et puis en FGSM 3 pour formation générale spécialisée en études de médecine. Et ensuite, ils abordent le deuxième cycle où ils sont externes des hôpitaux avec une formation approfondie en santé médicale. Voilà. Et à la fin de ce deuxième cycle, eh bien, ils ont, comme de classique, un classement qui vont leur permettre de choisir leur hôpital d'instruction des armées dans lequel ils vont faire le troisième cycle internat. Et je vous ai mis la flèche rouge puisque vous avez tous dû comprendre que les études médicales ont changé. Ces études médicales, cette réforme du premier cycle, et je pense que vous l'avez bien compris, c'est un véritable bordel. Si au bout de 3 ans, moi, j'arrive pas à le comprendre, rassurez-vous, c'est normal. Voilà. Bon, en pratique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, on a un super corps professoral qui met tout en œuvre pour que vos enfants réussissent. Et après, c'est eux qui ont les cartes en main, parce qu'à un moment, il faut s'asseoir et travailler très très fort, beaucoup plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Voilà. Et donc, par contre, si ça passe pas, après ce fameux concours de passe, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est un véritable concours, qui est même dans un style différent, à peu près aussi abrasif que la PACES que j'ai faite il y a quelques années, eh ben, on conserve certains des élèves qui sont méritants en LAS 2, c'est-à-dire en licence avec accès spécifique, avec accès santé de 2e année, si jamais les résultats sont bons, si on considère que l'élève peut réussir. Donc cette année, j'ai 15 élèves qui sont actuellement en 2e année de licence et qui vont, à la fin de l'année, bien sûr, représenter l'accès à la 2e année de médecine avec un système de sélection à peu près aussi incompréhensible et malsain que la PASS. Voilà, donc tout va bien. Mais on maîtrise, on gère très bien et ça se passe très bien puisqu'on a des taux de réussite aujourd'hui qui sont excellents. Ce double cursus, donc on a un gros soutien proposé par les profs, vous pouvez poser toutes les questions tout à l'heure. Une formation ensuite spécifique au milieu d'emploi qui tourne autour de tout ce dont on vous a parlé, le sport, les langues, la formation à la pédagogie et surtout parce qu'on va faire de vos enfants des officiers de l'armée française avec un savoir-être, un savoir-vivre et un savoir-faire qui est important d'avoir. Pour cela, et très rapidement, ils ont une formation militaire initiale pendant les 2 premières semaines juste après l'incorporation. Cette formation initiale, c'est simplement pour que, par mégarde, au détour d'un couloir, ils ne me disent pas « bonjour monsieur », mais plutôt « mes respects mon colonel », voilà. Mais une fois que ça c'est fait, mon seul objectif, c'est qu'ils réussissent la passe pour qu'ils soient admis en 2e année de médecine. En tout cas, on leur donne les rudiments de la vie militaire. Et puis, ça permet aussi à certains, s'ils croyaient qu'ils voulaient faire médecine, s'ils avaient déjà évité la gériatrie et la pédiatrie, qu'ils ne se détournent pas du problème qu'ils vont être médecins militaires. Et ensuite, quand ils ont réussi la 2e année, là, on leur fait une vraie formation militaire complémentaire qui dure en gros 3 semaines, où là, on leur apprend vraiment les vrais rudiments du métier de soldat. Ensuite, une formation militaire spécialisée en milieu de 3e année, très appréciée des élèves, qui est beaucoup plus tournée sur le commandement et le leadership. Donc ça leur permet, en 3e année, de se retrouver tous ensemble au mois de février-mars, quand il fait bien froid et quand on s'occupe avec des jeux intelligents à l'extérieur. Et ça, c'est très très bien pour continuer leur formation d'officier. Et ensuite, tout au long de leurs études, ils ont la possibilité de faire des stages, des brevets. Il y a d'autres choses encore qu'on leur fait, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais rassurez-vous, pour ceux qui sont insatiables, il y a de quoi s'occuper. Voilà. Moi, je veille juste quand même qu'à la fin, ils réussissent leurs examens quand même. Voilà. Formation spécifique au milieu d'emploi. Donc effectivement, c'est pourquoi on fait tout ça, pourquoi on leur donne ce double cursus. C'est pour répondre aux besoins spéciaux de santé des forces, connaître ses spécificités opérationnelles dans les armées, et on vous l'a dit, les différentes armées dans lesquelles on va servir, et surtout savoir connaître les besoins de notre patientèle et les besoins du commandement, c'est le conseil de commandement. Il faut aussi être capable d'évoluer dans un milieu opérationnel, donc voilà, tout ce savoir-faire de ces soins ou de ces actes médicaux dans des situations un peu particulières ou voire très dégradées, et de savoir commander et communiquer dans des situations soit tout à fait standards, soit justement dans ce contexte international un peu de crise. On leur demande aussi de se maintenir en bonne condition physique, puisque dans ces moments-là, la condition physique, elle est importante pour être finalement en bonne condition morale et être capable de faire son métier correctement. Tout ça se traduit par un bon 1800 heures de cours, comme je vous l'ai dit, et ce master en santé à la fin. Donc, vos enfants, formation initiale à l'ESA, donc 6 ans d'études si ça se passe bien, un classement
qui est issu donc de l'examen dématérialisé national, le nouvel ECN, hein, c'est-à-dire que moi, là, dans 2 jours, ou dans 3 jours, pour la première fois, nos élèves vont faire le nouveau concours de l'internat qui s'appelle l'EDN, voilà, qui lui est à peu près aussi incompréhensible que la réforme du premier cycle, donc tout va très bien, voilà. Mais l'avantage, c'est que comme ils vont tous faire médecine générale, ils ont au moins cette sérénité d'esprit, c'est-à-dire qu'ils vont, entre guillemets, se mesurer aux autres dans une seule des 13 disciplines prévues par ce nouveau concours. Et donc, ils se classeront entre eux, et exclusivement entre eux, dans ce classement de médecine générale. Ils choisiront ensuite un des hôpitaux des armées, c'est-à-dire un des 2 hôpitaux parisiens, soit l'hôpital de Marseille, l'Aveyron, soit l'hôpital de Toulon-Sainte-Anne, soit l'hôpital de Brest, Clermont-Tonnerre, soit l'hôpital de Metz, le Ouest, pardon. Voilà, et ils feront 4 ans d'internat. Ces 4 ans d'internat, je crois que je vous l'ai mis un petit peu après, c'est en fait le nouvel internat de médecine générale, puisque vous le savez aussi que la médecine générale est passée à 4 ans, mais le service de santé a réussi à négocier à l'intérieur de ces 4 ans d'études et sans allonger la durée des études, d'inclure à l'intérieur de cette formation une année de formation spécialisée transverse en médecine de guerre et de situations sanitaires exceptionnelles, justement pour répondre aux besoins de formation de nos futurs praticiens. Et après 3 ans d'exercice en médecine générale, et là encore, forcément, ça a l'air de vous paraître long, mais je vous rassure, ça passe tellement vite que c'est un peu dommage, ils peuvent prétendre à un 2e DES de spécialité, et c'est ça qui fait la grande force et l'opportunité, parce que souvent, quand on est un peu mis en pression en 6e année avec ce concours de l'internat pour choisir une spécialité, ben là, vous inquiétez pas, vous allez faire médecine générale, et puis si finalement... pas la gériatrie bien sûr, voilà, mais si la médecine interne, l'oncologie, la pneumologie, l'épidémiologie vous intéresse, on fait un concours de spécialité propre au service de santé qui vous permet de devenir chirurgien ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, et donc après ils repartent sur un cursus pour lequel, dans le cadre de la loi, il y a possibilité, et ce n'est pas l'objet du tout aujourd'hui, mais pour vous le dire, de rattraper certains semestres pris en fait pendant la formation de médecine générale pour les spécialités afin de diminuer un petit peu la durée des études. Voilà, donc cette bascule se fait donc, les élèves quittent l'école généralement début juillet de la 6e année et rejoignent début novembre l'école du Val-de-Grâce où ils vont faire donc cet internat, leur thèse, et ensuite ils choisiront leurs premières affectations sur les mêmes modalités exactement globalement que le PPA, avec un ratio de notation qui vous importe peu aujourd'hui, qui sera plutôt de 50-50 entre la formation militaire et la formation en école d'appli. Voilà. Donc aujourd'hui, les écoles du service de santé, donc, et je pense qu'on va du coup être pas mal du tout. Aujourd'hui, donc, vous avez une structure qui s'appelle les écoles militaires de santé de Lyon-Bron, où vous avez ici sur site, et vous allez le visiter maintenant, l'école de santé des armées qui forme les médecins, l'école du personnel paramédical qui forme les infirmiers, et à Paris, l'école du Val-de-Grâce. Je vous ai fait grâce de la localisation, puisque je vous l'ai annoncé tout à l'heure, des différents HIA dans lesquels ils vont faire leurs études. Et bien sûr, pendant ce cursus de médecine générale, ils feront 3 semestres de médecine générale dans les antennes médicales de France et de Navarre. Et la partie hospitalière se fait soit dans les hôpitaux militaires, soit dans les hôpitaux civils de proximité reliés à la faculté de rattachement. Voilà. Alors pour finir, parce qu'en fait, c'est pas pour ça que vous êtes venus, en tout cas, moi, c'est pas pour ça que je voulais que vous soyez là aujourd'hui, mais ça fait bien sûr partie de cet environnement. Et alors, c'est pour ça qu'on va aller vite, parce que les élèves qui sont derrière vous et qui vous accompagnent vont vous présenter avec grand plaisir leur école. Alors moi, j'ai pas fait cette école, puisque moi, j'ai fait l'école de santé navale, mais je peux vous dire que pour un navalais que je suis obligé de concéder que leur école est exceptionnelle et ils y sont bien. Et pour ça, il y a beaucoup de travaux en ce moment. Vous allez les voir, vous allez passer devant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie augmentation des effectifs. Le président de la République a fait beaucoup d'efforts et a décidé qu'on allait remettre le service de santé à niveau. Alors pour ça, il faut construire des bâtiments pour pouvoir accueillir vos enfants dans de bonnes conditions. Donc ça passe en ce moment, effectivement, par des mesures adaptatives pour leur permettre de réaliser leurs études dans les meilleures conditions. Donc on met tout en œuvre pour que ça se passe bien, et parallèlement à ça, on construit pour les accueillir. Donc là, globalement, vous avez une vue d'ensemble de l'école avec un énorme complexe sportif, vous allez passer devant, et là je crois qu'il n'y a pas à se plaindre, et puis une partie hébergement qui est bien séparée de la partie enseignement. Et vous avez aussi l'antenne médicale qui est là, les soutiens qui sont à proximité, une grosse chaîne de restauration, vous allez passer devant, et puis un bâtiment commandement où j'espère voir le moins possible vos enfants, puisque généralement, quand ils viennent là, c'est qu'il y a un petit souci, voilà. Donc, mais pas que, bien sûr que non, je rigole. Donc voilà, beaucoup de travaux justement pour faire face à cette augmentation d'effectifs. On est particulièrement
content de vous recevoir aujourd'hui. Donc là, comme on a réussi à rattraper un poil le retard, il reste 5-7 minutes avant la sortie de l'amphi. Donc je suis prêt à répondre à vos questions ainsi que les premières questions comme ça. Par contre, derrière, ce que je vous demande, c'est qu'à la nuit, vous allez sortir avec les jeunes et là, on est dynamique pour que vous puissiez enchaîner correctement la suite des opérations. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Oui. 22 juillet pour les médecins, 22, 23 et 24, 24, 25 pour les infirmiers. En tout cas, c'est... Ils ne reviennent plus jamais. Non. En fait, ils font l'incorporation, ils font la formation militaire initiale. Pour les médecins comme pour les infirmiers, on a énormément de préparation au début de la première année de médecine. Vous les verrez le 30 août, je crois, pour la présentation au drapeau et la remise des insignes à l'EPPA et la remise des épées d'officiers. Alors là, vous serez bien sûr les bienvenus parce que c'est un moment majeur pour l'école et pour vos enfants. Voilà, donc ça. Et puis après, là, le coup est parti. Après, il faut travailler. Donc après, ils ont des permissions, vous verrez, de temps en temps, et ça, c'est géré par le bataillon. Voilà. Oui. Alors, l'oral, qu'il soit pour le PPA ou qu'il soit pour le SA, hein, c'est un oral entre guillemets de motivation. On vient s'assurer, alors hein, comme ça, on va remettre une grosse couche. Je vais m'assurer que vous ne voulez pas faire pédiatrie. Voilà. Je vais m'assurer que vous allez bien comprendre que vous allez être dans cette belle tenue, vous allez être entraîné, vous avez eu ce qui est là. On s'assure qu'il n'y ait pas non plus de vision un peu mythologique de l'affaire. Moi, je n'ai absolument pas la prétention de réussir 100% de la sélection. En tout état de cause, ce qu'on arrive à peu près à bien faire, c'est à dire à certains enfants, vraiment, je crois que c'est pas fait pour toi. Voilà. Donc, en tout état de cause, c'est ça. Voilà. Donc, et c'est vraiment l'objet aussi de votre venue aujourd'hui. On est très content justement que vous soyez là, parce que c'est très important de venir au contact. Vous avez un binôme d'élèves médecins et d'élèves infirmiers derrière. Posez-leur toutes les questions. C'est pour pas qu'ils aient déçus, parce qu'en fait, c'est très dur de se retrouver au bout d'un mois ou deux à l'école et de devoir partir, de lâcher quand même ses copains avec qui on s'est un peu roulé dans la boue quand même, et puis de devoir tout reconstruire derrière. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait de déçus, ni pour vous, ni pour moi. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que ça soit dans le concours ESA au PPA, il y a une liste complémentaire hein, qui est d'une quarantaine à 50 personnes qui permet de tamponner tout ça. Donc l'année dernière, nous, la liste complémentaire, elle est remontée quand même jusqu'à 30. Hein, donc la 30e personne, elle a été appelée le dernier jour. Voilà, donc c'est pas perdu. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a le recrutement collatéral derrière. Ça passe. Oui. Alors, oui, alors il ne faut pas se méprendre. Hein. Vous venez ici pour être médecin militaire, mais vous allez faire l'intégralité de vos études, qu'elles soient infirmières ou qu'elles soient médicales, dans la structure civile. Vous aurez un diplôme civil et vous êtes un docteur français, vous êtes un infirmier diplômé d'État français. La seule chose, c'est qu'on vous met toute la couche qui va bien pour être un bon militaire, médecin, infirmier militaire derrière. Donc voilà, donc moi, comme le directeur des soins, on est là pour assurer l'interface avec les facultés, pour que je sois capable de faire rentrer dans des études de médecine bien difficiles, tout ça en plus. Voilà. Donc c'est une grosse richesse, hein, donc c'est très intéressant. Voilà. Il y avait une autre question là. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les étudiants? Oui, 23 ans au 1er janvier du concours pour entrer en ceux qui essaient de rentrer en quatrième année. Alors la limite d'âge, elle est augmentée d'un an par année supplémentaire de médecine. Donc ça suit à peu près complètement le... Donc voilà, c'est 24, 25, 26, donc ça laisse quand même de très grosses opportunités. Hein, voilà. Et comme de toute manière, vous n'avez le droit qu'à 2 tentatives, hein, vous avez au moins compris ça pour l'entrée en médecine. Si vous faites une passe, vous ratez, vous faites une LAS 2 ou une LAS 3, vous avez une autre tentative. Si vous faites LAS 1 ou LAS 2, LAS 3, en faisant que de la LAS, vous n'avez de toute manière que 2 tentatives. Donc j'ai pas de problème, j'ai quasiment jamais de problème d'âge pour rentrer en médecine. Voilà. On peut avoir quelques soucis d'âge quand on va faire un deuxième cursus et rentrer un peu plus tardivement voilà, en infirmier. Voilà. Il y avait une autre question, je crois. Oui, madame. Ouais. Pour le français et l'anglais, bon, en fait, l'épreuve de français, globalement, c'est un texte avec une dissertation, une explication de texte. Et ben, en anglais, c'est pas, j'ai pas de niveau à vous demander. On essaye quand même, il y a une
après, pendant que vous serez à l'école, il y a de l'anglais tout au long du cursus, hein, de toute manière. Je pense que la dame demande en fonction de A1, A2, B1, B2, etc., les classements de Il langue. n'y a pas de... Les élèves, ensuite, quand ils sont ici, ils font un théorique, mais moi, j'ai pas de niveau demandé. À l'écrit, vous avez une position. C'est un concours sélectif. C'est un concours sélectif. Donc celui qui arrive avec un niveau supérieur à l'autre, eh bien, il y a plus de chances de réussir la sélection. Mais dès le départ, on n'exige pas un niveau de base. Il y a des épreuves et on vient avec son bagage où on se prépare pour les réussir au mieux. Quoi. Et on va faire les 2 dernières questions, puis après on... Non, pour le concours EPPA et le concours d'entrée en terminale, c'est un concours écrit, et c'est seulement pour les collatéraux, où là, moi, je les reçois ici, et donc après l'entretien avec le jury, ils font 15 minutes d'oral, il y a un texte à lire, à comprendre. Voilà, là aussi, vous voyez, c'est pas très... Et alors, on va faire la dernière question. À défaut de dire au niveau les résultats des élèves qui sont acceptés en concours, la moyenne des notes, c'est quoi? Alors en fait, c'est un concours. Donc en fait, il ne faut pas être inquiet. Vous allez voir que le concours, c'est un concours. Et donc, si je vous dis cette année que la moyenne en physique, c'était 7,5, mais peu importe. Si vous avez 12, ben, vous êtes pris. Si vous avez 5, vous n'êtes pas pris. Si vous avez 7, vous êtes dans le peloton qui est pris à l'oral. C'est un concours. Donc en fait, il faut travailler les annales, il faut préparer bien toute votre année scolaire, il faut que vous ayez vu tout le programme. Et après, c'est un concours. Moi, mon concours, il me sert à récupérer 125 élèves dont j'estime, un, qu'ils ont compris qu'ils vont être médecins militaires, et deux, qu'ils vont réussir médecine. Mais pour ça, on va les accompagner. Je comprends ce que vous dites, mais ma question, c'est les résultats que vous avez eus en 2023. Quel a été le niveau? Alors, vous parlez des résultats pour la passe que vous avez Du concours. Il y a eu un concours. Quel a été le niveau, la note moyenne des élèves? Par exemple, à l'EPPA, on a pris 317, hein, je vous ai dit, hein, après l'admissibilité pour les envoyer aux épreuves d'admission. Ça a été de 11 à plus de 19. Voilà. Et moi, à l'inverse, on a été chercher jusqu'à, je crois, le 340e, je crois qu'il a une 9,8 de moyenne. Mais ce n'est pas ça hein, qui est important pour moi. Hein. C'est un classement parmi 1500 personnes. Et après, c'est derrière que ça se joue. Hein. Voilà. Faut pas... Alors, on va vous demander donc là d'être récupéré, de sortir rapidement.